Bon, bah, génial. Salut Louane, Salut Alex. comment ça va aujourd'hui? Écoute, en pleine forme, très joyeuse d'être avec toi ce matin. Ok. De quoi va-t-on parler ce matin? Et ben d'un sujet qui est quand même assez récurrent dans les conversations quand je discute avec des personnes qui connaissent pas la préparation mentale, c'est à qui est destiné notre métier finalement. Ok. Donc là, j'ai entendu quand même deux belles choses. Il y a déjà préparation mentale et à qui c'est destiné. Ouais, tout à fait. Est-ce que ça te dit qu'on commence peut-être toi donner ta lecture de c'est quoi la préparation mentale? Et puis si t'es ok, moi je donnerai la mienne et puis après on ira sur à qui ça s'adresse. Avec plaisir. Ouais. Et ben j'aime bien décrire la préparation mentale comme un entraînement du cerveau, comme on peut entraîner le corps quand on fait du sport. On a besoin aussi d'entraîner son cerveau quand on fait face à des obstacles dans la vie. Donc ça peut être dans le sport, mais ça peut être aussi dans la vie quotidienne. Moi, j'aime bien dire que j'accompagne des aventuriers du quotidien, finalement, parce que on fait tous face à des aléas, à des imprévus, à des événements qui génèrent des émotions. Et le but de la préparation mentale, c'est d'apprendre à mieux se connaître pour pouvoir gérer ses émotions, pour pouvoir en faire une force finalement et ne pas subir mentalement un dialogue négatif, des croyances, des automatismes, mais plutôt de s'en servir comme un levier pour se sentir plus épanoui dans la vie, quoi. Un beau programme du coup. Ouais. Mais donc Ok. effectivement, dédié à pas mal de profils différents. Ok. Est-ce que c'est une question quand les gens ils te contactent ou même, je sais pas moi, des amis ou peut-être même au sport, c'est une question qui arrive, tu vois, c'est quoi la préparation mentale? T'as déjà eu cette question toi? Ouais, c'est quand même assez récurrent parce que il y a des croyances justement sur le fait que c'est plutôt lié au sport, par exemple. Et donc Hmm. les personnes ont besoin de savoir, mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? C'est quoi la différence aussi avec la psychologie? Parce qu'il y a beaucoup de tabous autour de la santé mentale en général. Les personnes ont un petit peu peur d'y aller parce ils sont pas malades en fait, donc ils se sentent pas forcément concernés. Mais j'aime bien dire que bah, à partir du moment où on est des êtres humains qui ressentons des émotions, finalement c'est un terrain de jeu pour explorer, donc tout le monde peut Hmm. être assujetti à cette discipline, quoi. Ok. Ouais, bah ce qui est intéressant, c'est en fait finalement préparation mentale, c'est un terme que beaucoup voient aujourd'hui. C'est de plus en plus, tu vois, t'as parlé de santé mentale, Ouais. psychologie, voilà, il y a plein de terminologies qui sont là. Par contre, c'est vrai que la définition, oui, tu peux trouver une définition, je dirais, dans les dictionnaires, etc. Mais après, c'est déjà toi ta singularité, t'as donné ta propre lecture, moi je vais donner la mienne, et elle pourra raisonner ou répondre bah, en fonction des singularités de chacun, Ouais. Et tu peut-être vois. ce qui me donne envie, c'est comment tu l'expliquerais à un enfant ou à un ado, parce qu'un enfant c'est peut-être un petit peu jeune, mais t'accompagnes des adolescents d'ailleurs, je crois. Donc comment tu Enfant et l'expliques à un adolescent, ouais. jeune? Bah, tu vois, t'as parlé de terrain de jeu tout à l'heure, c'est un terme que j'utilise beaucoup. Et il y a un deuxième terme que j'aime beaucoup, c'est la carte du monde. En fait, une carte, Hmm. les enfants, c'est des choses qui sont vues très rapidement à l'école. Tu vois, les maps monde, les cartes du monde, la carte de la France, etc. C'est des choses que même les parents peuvent avoir, tu vois, à disposition. Même dans les fascicules, tu vois, moi j'ai des enfants, j'ai un enfant qui a 3 ans et demi, et on est abonné à des magazines où on reçoit tout un tas de maps, de cartes, tu vois, de certains continents, Très visuel, certaines ouais. cartes du monde. Ouais, et puis tu vois, ce que j'aime bien dans même ta lecture à toi, il y a des liens aussi moi avec ma définition. En fait, je vois vraiment l'intérieur. En fait, la préparation mentale, pour moi, c'est, je dirais, l'accès en fait à cette grande carte du monde que possède en fait l'individu. Et tu as parlé voilà des termes qui me sont chers aussi, aventurier, explorateur, voilà, c'est des termes que j'utilise aussi souvent. Bah je dis en fait aux enfants, aux adolescents et aux adultes, en fait rien, c'est magnifique que d'être un aventurier, un explorateur en fait de sa propre carte du monde. Et que dans cette carte du monde, eh bien le coach mental, le préparateur mental, psychologue, voilà, après tout dépend les termes, va pouvoir aider justement à peut-être guider, tu vois, les individus à travers des éléments que tu as pu citer. Tu vois, les émotions, les croyances, les valeurs, les convictions. Voilà, je vais pas tout citer, mais il y en a beaucoup. Et finalement, tous ces éléments-là, ça fait aussi partie, je dirais, bah, des éléments propres de la carte du monde. Tout à fait. Tu vois. Ouais. Donc, moi, je rajouterais en plus pour terminer, en fait, la préparation mentale, c'est, tu as parlé de connaissance de soi. Tu vois, c'est vraiment, je dirais, découvrir cette magnifique carte du monde
un peu comme un GPS, tu vois, une carte GPS que tu aurais sur ta voiture. Et bah, à un moment donné, j'ai une destination. On en parlera après sur à qui ça destine, mais tu vois, je veux aller dans une compétition, j'ai un événement à créer dans une salle, j'ai un one-man show, j'ai un entretien, jury, etc. Et ben en fait, si j'ai accès aujourd'hui à cette carte du monde, tu vois, si je la connais, si je me connais, bah, l'aventure, la relation sera bien différente à cet événement. D'ailleurs, tu parles d'entretien à préparer, de par exemple une compétition sportive, etc. Et je te pose la question comme si je m'intéressais à la préparation mentale. Est-ce qu'il faut absolument avoir un objectif en vue pour faire appel à un préparateur mental? Déjà, tout à l'heure, tu parlais d'aller bien ou pas bien, c'est ce que tu disais. En fait, le premier levier, et tu l'as très bien dit aussi tout à l'heure, rien que déjà de se connaître. C'est peut-être la mission de vie d'un être humain. En fait, c'est de se connaître, c'est de passer du temps dans son intérieur, tu vois, connaître son corps. Qu'est-ce que je connais de mon physique? Qu'est-ce que je connais de l'intérieur justement de cette carte? Euh, Objectif, rêve, vision, bah, moi je dirais c'est plutôt une curiosité, tu vois, avant de parler d'un objectif. Tu vois, j'ai des parents qui peuvent me contacter justement pour des enfants, pour des mineurs. Le premier élément que je dis souvent, c'est de qui émane en fait la question de la préparation mentale. Est-ce que c'est le papa, la maman, le couple, ou est-ce que c'est l'enfant, tu vois, qui a 8 ans, 9 ans? Est-ce qu'il y a eu une discussion avec les parents? Est-ce qu'ils ont déjà discuté de ce mot mental? Parce que tu vois, c'est pareil, les parents vont avoir leur définition, mais l'enfant, qu'est-ce que lui il comprend de son monde intérieur? Qu'est-ce qu'il décrit? Donc, en fait, je dirais que c'est curiosité avant de placer le mot objectif, le mot rêve et la vision même, je dirais. Carrément. Ouais. Toi, tu dirais quoi par rapport à ça? Eh ben, je suis assez d'accord dans le fait qu'il n'y a pas forcément besoin d'une échéance pour travailler sur 6 mois de préparation mentale, mais plutôt le besoin de se sentir plus serein, plus aligné avec nos valeurs aussi. Il y a des personnes qui me font appel à moi plutôt dans le sens où elles se sentent pas forcément à leur place, par exemple professionnellement ou dans leur environnement général. Et effectivement, déjà ça, c'est des signaux qui font que bah il y a peut-être quelque chose à travailler et je me dis, il n'y a pas forcément besoin d'un défi à relever. C'est plutôt, Mhm. bah, j'ai envie de me sentir mieux avec moi-même, quoi, et avec les autres, du coup, mais ça commence forcément par moi. Ouais. Bah, du coup, tu vois, ce qui est intéressant, on peut y aller maintenant si tu veux. Finalement, ça s'adresse à qui la préparation mentale? Parce que là, il y a déjà, tu vois, en l'espace de notre début, il y a déjà plein d'éléments de réponse. Mais toi, peut-être même on peut retracer, tu sais, avant d'être préparatrice mentale, est-ce que justement, tu avais une idée de à qui ça s'adressait la préparation mentale? Et le fait que maintenant tu sois préparatrice mentale, est-ce que justement ça a bougé cette définition? Ça a bougé carrément. En fait, ça a fluctué en 3 temps, je dirais. Le premier temps, c'est que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel dans ma vie perso, donc beaucoup de lectures, de podcasts, de ressources, conférences, etc. Mais je trouvais que c'était un peu flou dans le sens où ça manquait de concret et de mise en pratique surtout. Il y avait beaucoup d'apprentissage, de choses très intéressantes où je me retrouvais, mais pour autant, ça venait pas du tout m'aider à passer à l'action et à changer des schémas un peu répétitifs. Et je me suis dit, bon, j'aime bien le dev perso, j'aime bien le sport, est-ce qu'il n'y a pas un pont à faire entre les deux? Et la préparation mentale est un petit peu venue comme ça, en faisant plein de recherches et en contactant d'ailleurs des préparateurs mentaux sur Nantes, tu fais partie, où j'avais fait des petites enquêtes métiers qui étaient hyper intéressantes. Et donc là, au départ, je me suis dit, ok, c'est lié au sport, c'est forcément pour les sportifs. Donc tout de suite, je me suis dit, bon, bah, je suis peut-être pas légitime pour postuler sur une formation comme ça. Et en fait, j'ai creusé, je me suis renseignée aussi sur les techniques d'optimisation du potentiel, les TOP, et j'ai échangé avec quelqu'un qui est formé comme ça. Et en fait, je me suis dit, ah mais non, en fait, la prépa mentale, c'est aussi pour les gens qui travaillent dans l'armée, les métiers d'urgence, qui ont besoin justement de techniques de respiration, de concentration assez rapides et efficaces, qu'il faut pouvoir mettre dans un laps de temps très court quand on est en action. Et je me suis dit, ah, génial, en fait, c'est pas que pour le sport, c'est aussi pour des personnes qui ont des défis à relever au quotidien. Et donc, je me suis dit, bon, ok, je vais quand même creuser dans cette voie-là. Et puis, j'ai échangé avec nos deux formateurs, Thomas et Ronan de Soyez Pro, où là, je me suis très vite rassurée sur le fait qu'en fait, au-delà du savoir-faire que j'allais acquérir pendant la formation, il y avait aussi un savoir-être qui était hyper important Hmm. en tant que préparatrice mentale, et où là, je me retrouvais un peu plus naturellement sans avoir à forcer les choses. Et donc, ça s'est fait très intuitivement.
C'était une des premières fois où je suivais mon intuition. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Hmm. Tu dirais, allez, juin 2026, à qui s'adresse la préparation mentale pour Louane? Et bah aujourd'hui, donc troisième penchant, on va dire, en travaillant sur moi après la formation et puis en commençant à accompagner pas mal de profils, en fait, ça s'adresse à un large panel de personnes. Moi, j'ai accompagné donc à partir de d'adolescents, on va dire préadolescents de 11 ans, 11-12 ans, en passant par donc des personnes qui avaient des jeunes pardon, qui avaient des problématiques plutôt liées à leur sport d'ailleurs, en passant par des managers, des chefs d'entreprise, donc plutôt dans le domaine de l'entreprise, et puis aussi donc sur des sportifs amateurs qui ont surtout besoin de travailler sur leur confiance en eux, leur syndrome de l'imposteur, j'ose pas trop y aller, etc. Et il y a plein de ponts qui se font avec notamment le besoin de se concentrer, le besoin de travailler sur son estime de soi. Donc c'est très divers, effectivement. Ok, donc ça veut dire que toi, il y a quand même des dénominateurs pardon, communs à travers en fait les profils que tu viens de citer. Tu vois, tu as parlé de concentration, de confiance en soi, Tout à fait. d'estime de soi. C'est des choses qui en fait sont comment dire accessibles et qui peuvent être amenées à être travaillées pour un manager, un adolescent, un sportif amateur, un sportif professionnel. Ouais. Et d'ailleurs, certains, et je pense notamment à un client qui a été assez surpris de venir me voir pour une problématique sportive, enfin problématique, en tout cas un défi sportif qu'il préparait. Et en fait, on a énormément parlé de son environnement, donc plutôt de la vie perso, parce que c'était ça qui pouvait avoir des influences sur la partie sportive. Donc c'est hyper intéressant de se rendre compte qu'il y a plein de ponts qui se font et que la personne vient avec peut-être une question de base et en décortiquant tout ça, en allant creuser un petit peu, on se rend compte que bah, ça a des répercussions très globales sur la vie en général, quoi. Ouais, et donc peut-être les performances pour certains, les objectifs pour d'autres, les rêves pour certains, etc. Exactement. Ouais. Ok, ok, donc c'est quand même hyper riche de voir, je dirais, l'évolution de finalement de la préparation mentale Ouais. avant que tu sois préparatrice mentale et justement actuellement comment ça bouge chez toi. Est-ce que j'ai juste une dernière, mais après tu me diras, mais une dernière question aussi. Tu dirais large panel. Est-ce que tu as le sentiment actuellement que Louane, il y a des cibles de personnes, il y a des endroits où la préparation mentale, c'est pas pour ces éléments-là, où toi-même, tu n'irais pas? Eh ben, je dirais que c'est pas forcément évident de mettre dans des packages ou des cases un groupe de personnes, tu vois. Par contre, je peux m'en rendre compte lors du premier échange. J'appelle ça un appel découverte. Et en fait, en posant, j'aime bien poser trois grandes questions. C'est qui es-tu, que veux-tu et qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? Avec potentiellement les répercussions que ça peut avoir sur toutes les sphères de sa vie. Et c'est là où je me dis, ok, en fonction du profil, est-ce que je suis capable d'accompagner cette personne? Est-ce que c'est toujours dans mon cadre éthique, professionnel aussi? Ou est-ce que bah, c'est pas de mon ressort et là, en l'occurrence, je peux pas forcément l'accompagner? Il y a eu des défis hein, qui m'ont été proposés dans le sens, par exemple, j'accompagne en ce moment une personne en situation de handicap. Et au départ, je me suis dit, bah, personne en situation de handicap, c'est pas dans mon champ de compétences, j'ai pas les connaissances sur le handicap en question. Sauf que bah, il s'agit aussi de traiter d'émotions, de travailler sa concentration, son estime de soi. Donc en fait, on avance pas à pas en collaborant aussi avec les autres personnes qui l'entourent. Et c'est génial, c'est un travail d'équipe que j'apprécie énormément. Donc je dirais que c'est vraiment du cas par cas. Mais ça m'est Ok. arrivé de refuser des clients parce que justement c'était plutôt de l'ordre psychologique sûrement. Et je redirigeais dans ces cas-là pour enfin, envers les personnes compétentes. D'où suivre l'intuition, et ça sera sûrement un thème, voilà, sur un Ouais. prochain épisode. Et toi, Alex, tu es issu du milieu sportif à la base, donc comment Ouais. tu as intégré la préparation mentale dans ton métier? Bah, ça a été, je dirais, assez évident. Tu vois, il y a quand même un mot qui me vient, c'est de l'évidence. Ok. J'ai un diplôme d'État que j'ai passé dans le tennis de table en 2009-2010. Et sur cette année-là, beaucoup de questions. J'avais pas les accès que j'ai donnés aujourd'hui, hein, tu vois, la carte du monde, etc. Mais j'étais très curieux, tu vois, du comportement humain, des émotions, de la concentration. En fait, plein d'éléments que tu as cités. Beaucoup de curiosité. Et dans l'année que j'ai passée, j'avais quasiment aucune réponse. Tu vois, c'était encore très tabou. Fallait pas en parler. Il y avait pas beaucoup de préparateurs mentaux à ce moment-là, en 2009-2010. Ouais.
Les psychologues, c'était tabou, hein. C'était voilà, c'est un problème d'avoir un psychologue. Il y avait beaucoup d'étiquettes, d'étiquettes de jugement. Et ce qui a été beau, c'est que le coordinateur de ma formation connaissait très bien Ronan. Et il m'a filé son bouquin, j'ai lu son bouquin, et en lisant le livre de Ronan, j'ai vu toutes les réponses à mes questions. Donc j'ai pu le contacter, j'ai pu me former à partir de 2012 donc avec le collectif Soyez Pro comme toi et j'ai commencé à intégrer en fait la préparation mentale dans le tennis de table qui était mon cœur de métier. Et très rapidement après quelques années, j'ai fait mon chemin, tu vois, le tennis de table, je me suis dit bah OK, je restais dans le sport au début, je me suis dit bah s'il y a le tennis de table, il y a aussi d'autres sports. Tir à l'arc, art martial, athlétisme, etc. Et donc j'ai joué, j'ai testé dans d'autres sports. Et puis j'ai eu une opportunité dans une école de sport avec des étudiants. Et donc là, j'ai testé des choses avec des étudiants, des étudiantes. Et donc là, j'ai eu déjà un premier levier qui m'est apparu. C'était de me dire, mais c'est quoi la différence entre un sportif et un étudiant? Et donc là, j'ai eu déjà des réponses qui sont venues. Donc j'ai continué à avancer sur mon chemin. Après, je me suis dit, mais c'est quoi la différence entre un sportif, un étudiant, un salarié, un patron, un entrepreneur? Et en fait, il y a eu une deuxième évidence qui m'est apparue. Bah, c'est que on est tous pareils, fondamentalement parlant, parlant du cerveau, des émotions, notre structure cérébrale, etc. Donc, si tu veux, actuellement, j'ai une vision qui est très claire. La préparation mentale, elle est accessible pour tout le monde. Je parlais justement de ce terrain de jeu, cette carte du monde. Finalement, cette carte du monde, c'est à toi de la construire. Donc, que tu deviennes un très grand patron de multi-startup, multimillionnaire, ou que tu sois un sportif amateur, ou que tu sois une conférencière, c'est la même chose. Tu auras les mêmes bagages émotionnels, tu auras aussi des traumatismes, tu auras de l'hérédité, tu auras des convictions, tu auras des valeurs. Et donc en fait, moi mon job aujourd'hui, bah, c'est d'aider justement l'humain à avoir cette carte la plus complète en tout cas, où il va s'aventurer, où elle va s'aventurer chaque jour, pour que dans les endroits où ça lui passionne, le travail, les hobbies, les passions, etc., bah, il puisse y avoir justement un alignement. Moi, je parle beaucoup d'écosystème, un écosystème qui est vivant. L'écosystème qui est vivant, c'est justement cette carte du monde que j'ai accès. Tu parlais justement d'environnement. Bah, l'environnement, c'est un des territoires qu'il y a justement dans la carte du monde, qui est super important. Donc, si moi je viens avec un objectif dans le sport et que finalement j'ai dans l'environnement où j'y passe quand même régulièrement beaucoup de temps, il y a des problématiques, bah clairement va y avoir des points de déséquilibre dans mes objectifs Ouais. sportifs. Donc en fait, tu vois, la deuxième image que je peux te donner, c'est qu'à travers cette carte du monde, je vois vraiment l'humain comme une grande toile d'araignée, où en fait le tissage, c'est un maillage complet où en fait tout est connecté et interconnecté. Voilà. Donc après, tu vois, sur à qui ça s'adresse, les plus petits avec qui j'ai commencé, alors hormis mes enfants, mais c'est un autre sujet, je commence à partir de 6 ans. Ouais. Et le plus jeune âgé que j'ai actuellement, il a 75 ans. Ok. Donc Génial. ça va de 6 à 75 ans, en passant par voilà, diverses, variées professions ou pas. Mais comme je l'ai dit, c'est pas ça qui compte le plus. En fait, c'est la structure profonde de l'individu. Et tu as parlé de préparation mentale intégrée. Est-ce que tu peux Ouais. expliquer à nos auditeurs ce que c'est? Bah, tu vois, je dirais que quand je suis arrivé justement en 2009-2010, je sais pas où est-ce que ça en est encore en 2026, mais en 2009-2010, il y avait encore cette séparation de la performance avec les quatre piliers de la performance. Technique, tactique, physique et mentale. Tu vois, quatre sphères vraiment bien distinctes, avec très peu d'articulation à l'intérieur. Tu vois, j'arrive à une séance d'entraînement, je vais travailler de la technique. J'arrive à une séance d'entraînement, je travaille du physique. C'était beaucoup de choses qui étaient séparées. En fait, la préparation mentale intégrée, c'est de justement, j'arrive dans mon entraînement pour aiguiser, travailler ma technique, mais dans ma technique, il y a quoi? Il y a ma carte du monde. Donc il y a mes émotions, donc il y a mon estime de moi, donc il y a ma concentration. En fait, il y a tout mon dispositif vivant qui va venir se lier dans le travail que je vais faire. Et juste- Donc si je vais travailler physiquement, toi qui en plus aussi, peut-être t'en parleras, une athlète dans le CrossFit,
Et ben derrière c'est la même chose. Quand je vais travailler physiquement, et bien il y a justement un tissage qui se fait avec ma carte du monde. Et est-ce que du coup la préparation mentale intégrée peut se faire en entreprise ou en dehors du sport? Ah ouais, 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 bah tu vois j'utilise les deux aujourd'hui. Mm. En fait, tout dépend des commandes et des requêtes. La particularité que j'ai, toi, tu pourras aussi nous dire comment tu fonctionnes. Toi, tu es localisé près de Nantes. Moi, je suis à l'extérieur de Nantes. J'utilise beaucoup. Alors, depuis l'ère du Covid, la visio, elle a quand même explosé. Donc, j'ai un dispositif de visio et j'accompagne dans toute la France et aussi à l'international. Je coach en français, en anglais et bah, tu vois, j'ai des entreprises et des startups où je fais des moments de préparation mentale intégrés, mais en visio avec toute l'équipe, par exemple. Ok. Ou je peux aller aussi dans l'entreprise, c'est des choses que je peux être amené à faire. Ok. Donc oui, oui, tout à fait. Tu vois, la préparation mentale intégrée, tu vois bien dans un sport individuel comme un sport collectif, bah, dans une entreprise, je dirais que c'est les mêmes rouages. C'est exactement la même chose. Tu vois, la concentration, l'estime de soi, la confiance en soi, rien que pour parler de ces trois éléments-là, t'es manager, patron, salarié, t'es sportif amateur, sportif professionnel, tu seras touché de la même manière. Ouais, tout à fait. Tu vois? Donc, ouais, je dirais que, tu vois, je parlerai pas de large panel. Mm. Moi, ma vision, elle est plus, c'est accessible à tout le monde, à tout le monde. Et je sais pas si on rebondit là-dessus maintenant, mais tu as parlé de tes enfants. Et ça, Ouais. c'est quelque chose. Est-ce qu'on coach, est-ce qu'on accompagne des membres de notre famille? Non. J'ai la même réponse que toi. Non. En fait, la particularité, et en plus, c'est un mot que tu as quand même cité, que j'ai donné, en fait, c'est les émotions et les sentiments. Déjà, les émotions et les sentiments, ah, je dirais que ça vient mettre un bazar assez sympa dans les écosystèmes. Et donc ça, c'est la première particularité. Et deuxième particularité, dans le cocon familial, conjoint, conjointe, conjoint, conjoint, peu importe, la grande des difficultés, mais comme je peux avoir avec des parents qui me sollicitent, c'est quand la demande n'émane pas de l'individu. Ça veut dire que par exemple, moi aujourd'hui, ok, j'ai travaillé sur moi, j'ai un accès, etc. Si mon partenaire ou ma partenaire a pas le même chemin que moi, bah il y a, tu sais, le syndrome du sauveur. Et donc, si je veux sauver l'autre, en fait, je vais aller dans une énergie qui n'est pas son énergie à elle. Donc en fait, tant que la personne ne tend pas la main, tant qu'elle n'a pas pris le temps de justement d'être curieuse, de se poser les questions, les trois questions que tu as posées, elles sont super intéressantes dans tes entretiens. Si elle se pose pas ces questions-là, bah moi je vais me retrouver à un moment donné être sauveur mais c'est tellement vampirique, ça va vampiriser mon énergie. Et en plus de ça, comme en plus c'est le cocon familial, bah, la personne, je la vois tous les jours. Donc avec mes enfants, c'est la même chose, tu vois. Mon petit garçon, il a 3 ans et demi. C'est complexe, tu vois, sur la construction de la conscience, de l'inconscient, etc. Euh, je lui fais faire des expérimentations. Je lui fais faire des expérimentations, tu vois, ça m'arrive de lui faire des jeux sur de la respiration, mais des jeux super adaptés à ce qu'il peut comprendre et à son âge. Moi, je joue avec lui, tu vois, sur des séquences comme ça. Il me voit faire de la méditation, il teste des trucs lui aussi. Il me voit faire une posture de yoga, il teste une posture de yoga. En fait, il y a beaucoup de mimétisme à cet âge-là. Il n'y a pas de, c'est pas de philosophie d'intellectuel, tu vois, je vais pas lui expliquer ce que c'est que la méditation et la respiration. Je dis pas qu'il comprendrait pas, mais c'est pas son âge. Oui, j'aime bien cette idée-là de mimétisme parce que dans l'entraînement sportif, donc plutôt physique justement, à la salle de CrossFit où je travaille aussi, je vois plein d'enfants mimer leurs parents quand ils sont en train de Ouais. s'entraîner. Et en fait, c'est une façon d'apprendre aussi les choses assez inconscientes et qui marche hyper bien. Donc c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus nuancé, je trouve, comme façon d'apprendre la préparation mentale, par exemple. Et quand tu dis que effectivement, il y a cette notion de, bah, il faut que ça émane de la personne. Ça me fait penser un peu à notre démarche aussi participative en tant que préparateur mental, plutôt que de descendre une information de je sais, toi tu apprends. C'est plutôt, bah, on va le co-construire ensemble, on va essayer de définir un cadre ensemble, et c'est possible que si le préparateur mental est neutre, et effectivement avec la famille, bah, malheureusement c'est plus difficile d'être neutre dans l'approche. Mm.
Ouais. Après, ça n'empêche que, tu vois, je peux avoir des questionnements des fois, tu vois, ma partenaire, elle me questionne, etc. Et elle voit bien, on en parle, mais tant qu'il n'y a pas cette demande qui émane, et même si, et peut-être que toi, tu pourras aussi nous en parler, mais même si elle me demandait, par exemple, d'être son coach, je lui dirais non. Et je lui dirais non. Non pas que j'ai pas les compétences, mais c'est que justement il y a trop ce spectre sentimental, émotionnel, et donc c'est voilà, ce qui est important, c'est aussi de reconnaître que oui, j'ai certaines compétences, mais c'est une autre personne sera, je dirais, beaucoup plus adaptée en tout cas au profil, tu Ouais. vois. Donc ça peut être, tu vois, la même question. Je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé dans différents cercles que tu possèdes, tu vois, amicaux, etc., connaissances. Ça peut être la même question, tu vois. Tout d'un coup, j'ai des amis, je me lance dans un domaine qui est plutôt nouveau, il y a de la curiosité et je me dis mais tiens j'aimerais bien me faire accompagner. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé ça. Euh, Arrivé. J'ai eu une demande, on va dire, il y a 6 mois à peu près d'une amie et d'emblée je lui ai dit bah non ça va pas être possible, on peut échanger, on peut avoir une petite conversation comme ça autour d'un café de façon très informelle, mais moi je me sens pas de t'accompagner parce que je crains ne pas pouvoir aller aussi facilement dans le challenge, dans le questionnement, dans si jamais elle ressent des émotions, bah ne pas être complètement dans la compassion parce que c'est vrai que si elle est triste, bah si je suis son amie, je vais peut-être être un peu triste aussi. Donc je serai pas neutre dans mon approche. Donc effectivement, j'essaie de me protéger de ça en me disant tout de suite, bon bah si c'est du cercle familial ou amical, en tout cas ou s'il y a des émotions qui peuvent être partagées, dans ce cas-là, c'est pas mon rôle d'accompagner la personne. Par contre, on peut tout à fait en parler. Et je sais que je l'ai déjà fait avec ma petite sœur, elle regardera probablement ce podcast. Quand on échange sur une problématique qu'on a ensemble, je lui demande parfois, est-ce que tu veux que je prenne ma casquette de grande sœur ou ma casquette de hmm, préparatrice mentale pour répondre à ta question? Je crois que ça m'est arrivé une ou deux fois de lui poser la question pour éviter justement d'être tout de suite dans l'accompagnement, dans la psychologie, ouais. etc. Si juste elle a besoin d'une oreille pour être écoutée, quoi. Ok, génial. Mm. Casquette, avatar, voilà, c'est des Ouais. termes aussi qu'on pourra échanger ensemble. Euh, Moi, ça m'intéresse aussi, pour ceux qui pourraient nous écouter. Toi, quand les personnes ils te contactent et que justement il y a ce début d'accompagnement en préparation mentale, fondamentalement, qu'est-ce qu'ils recherchent? Tu vois, hormis les thématiques que tu as pu donner, tu vois, confiance en soi, etc. Est-ce que c'est justement des exercices pratiques? Est-ce que c'est des recettes miraculeuses, une transformation éclair, tu vois, en une ou deux séances? Euh, Qu'est-ce que tu as comme justement requête, toi, qui t'arrive? Et bah franchement, il y a de tout parce que pas plus tard qu'hier, j'ai quelqu'un qui est venu me voir en direct pour me dire ah est-ce que tu fais des accompagnements mentaux en dehors du sport? Donc j'explique que oui. Et la personne me dit bah j'aimerais bien tester une séance. Et d'emblée je me dis waouh une séance bah c'est pas possible. Enfin une séance déjà on commence à apprendre à se connaître, à tisser un lien, avoir une confiance qui se crée qui est hyper importante dans la relation préparateur mental coaché. Donc une séance, il va pas se passer grand-chose, quoi. On va juste mettre de la lumière sur deux, trois fonctionnements, mais donc j'essaye justement moi aussi de construire un petit peu mon dialogue, mon argumentaire pour expliquer que c'est quelque chose qui se fait dans la durée. C'est un Hmm. accompagnement où en fait je compare ça à un investissement aussi sur sa santé mentale cette fois-ci. Parce que le but, c'est justement de créer une petite boîte à outils au fur et à mesure pour que la personne elle soit autonome à la fin et qu'elle puisse s'en servir et puis les ajuster si besoin tout au long de l'accompagnement. Donc hier, il y avait cette demande un peu miraculeuse. Dans les échanges que je peux avoir aussi sur Instagram quand je poste des informations sur mon compte, il y a des personnes qui veulent des outils assez Hmm. rapides, des techniques en 10 minutes, et c'est ce qui fonctionne bien sur les réseaux sociaux. C'est un peu, je trouve que c'est paradoxal parce que d'un côté, j'ai envie de donner des outils comme ça, des solutions pour dire, mais regardez, en travaillant sur le mental, ça fonctionne, c'est incroyable, vous pouvez être plus apaisé, plus concentré, c'est super. Et en même temps, bah, ça demande une certaine discipline derrière, un certain Hmm. entraînement du coup, parce que ça se fait pas en une fois. Et c'est pas en faisant une séance de prépa mentale tous les 3 mois que ça va révolutionner le quotidien de la personne. Donc, il y en a effectivement qui sont un peu plus conscients de ça et qui me disent,
je me lance, j'ai besoin de travailler sur moi pour mieux accompagner les autres. Par exemple, j'ai accompagné un chef d'entreprise qui m'a dit, bah moi je sens que j'ai besoin de mieux communiquer avec mon équipe, d'être plus serein quand il y a des petits conflits dans l'entreprise, etc. Comment je peux faire pour que ça se ressente un peu moins et que j'impacte moins mes collaborateurs? Et je trouve la démarche très mature et effectivement, bah, ça prend du temps, quoi. Donc il y en a, on fait 12 séances, 15, 20 séances parfois. Hmm. Forcément, les résultats à la fin sont bien plus forts, entre guillemets, que la personne qui veut juste tester 2 heures de prépa mentale, quoi. Ouais. Tu vois, ça me fait écho à cette notion de prendre rendez-vous avec soi. En fait, la Mm. préparation mentale, je prends un vrai rendez-vous, mais pas avec un rendez-vous avec un carnet de clients ou un carnet d'objectifs. Je prends rendez-vous avec moi. Et c'est chouette ce que tu exprimes, parce que tu vois, je parle beaucoup d'écosystèmes vivants. J'ai un deuxième terme là qui commence à se construire maintenant depuis quand même quelques mois, si ce n'est quand même une année, c'est la longévité. Et tu vois, pour moi, la préparation mentale, elle va dans cette notion de longévité. L'image que je donne souvent, c'est la tortue, qui est vraiment le symbole de la longévité. Une séance one shot. Euh, En plus, quand la personne, elle a pas du tout conscience de justement de cette carte du monde qu'elle possède à l'intérieur, c'est pas que ça va pas servir à grand chose, mais il va pas se passer de transformation, de révolution intérieure. Et c'est ça aussi, je dirais que notre rôle à nous, c'est quand même aussi justement dans le dialogue de faire prendre conscience aux personnes que pour qu'il y ait un changement d'état, pour qu'il y ait, bah tiens, je suis là et j'ai envie de me diriger vers là, par exemple, eh bien déjà, c'est quoi ton état des lieux actuel? Et que cet état des lieux actuel, ça va peut-être prendre plusieurs séances déjà pour démêler certaines choses, pour y aller y voir, et puis ensuite se diriger vers un autre endroit. Et j'aime bien le fait d'effectivement expliquer ça en termes de fonctionnement de la préparation mentale. Et j'aime bien aussi l'idée d'inspirer, dans le sens Ouais. en montrant que moi aussi, en tant qu'être humain, je travaille sur moi, donc sous différentes manières. Mais je peux donner quelques exemples, mais je me fais superviser donc en préparation mentale, donc là vraiment pour le travail. À côté de ça, je fais de la thérapie narrative. Donc j'ai découvert ce terme il y a quelques mois, ce qui est génial. Enfin, je fais une séance tous les 15 jours. Et avant, j'ai fait quelques séances aussi de somatothérapie. Donc, je teste plein de choses. J'essaye d'être un vrai laboratoire d'expérience. J'aime bien utiliser cette image-là. Il y a des choses qui fonctionnent pas forcément comme j'aimerais, mais malgré tout, il y a quand même pas mal de graines qui sont semées. Et il Hmm. y a des choses qui émergent quelques mois plus tard. Et ça me permet justement de me dire, bah, moi aussi, je suis un être vulnérable qui ressent des émotions et je dois me protéger ça et continuer de comprendre bah, comment je fonctionne, quoi. Ouais, D'apprendre et tu vois, ce que tu dis, moi ça me fait dire que en fait cette carte du monde que possède chaque individu, en fait elle est jamais figée. En fait, c'est l'exploration du monde, tu vois. Même actuellement, la carte du monde, il y a des explorateurs qui découvrent des choses, tu vois. En allant dans une montagne, tu peux trouver un bunker qui était secret, caché. Sous la mer, tu peux aller trouver des zones. En fait, oui, tu peux avoir des délimitations qui sont connues, mais par contre, en profondeur, tu peux découvrir des magnifiques nouveaux terrains de jeu et nouveaux secrets, j'ai envie de Ouais. dire. Donc en fait, tu vois, à travers tes exemples, et moi, je pourrais en citer plein, j'ai un papyrus très très long de, voilà, de techniques, etc., que je peux faire. En fait, ça permet vraiment d'enrichir cette carte du monde. Et moi, je suis convaincu, tu vois, que plus l'individu, il va être, en fait, il va rencontrer sa carte du monde, se rencontrer, mais plus il pourra justement être sur ce mot de l'alignement. Tout le monde parle aujourd'hui d'un alignement, d'être en cohérence, de se sentir bien. Déjà le premier clin d'œil, ta carte du monde, est-ce que tu y vas la voir, est-ce que tu la connais? Prends le temps déjà avec ça. Et si tu te mets justement dans la peau de ton explorateur qui va sur cette carte du monde et explorer peut-être un nouveau pays, tu dirais que ce serait quoi ton top 3 des outils à emmener pour pouvoir réussir cette exploration? Le premier, c'est la rêve, c'est déjà la visualisation. Ouais. Beaucoup de rêverie, beaucoup de vagabondage. Je passe mon temps à faire ça là, je dirais depuis des années. L'écriture fait partie de mon top Mhm. 3. C'est quelque chose que j'amène à tous les coachés que j'ai.
Je suis vieille ou nouvelle école, je sais pas, mais moi j'ai des carnets, j'ai des crayons, j'écris beaucoup. Tu vois, je dirais le pont entre la conscience et l'inconscient a besoin aussi de voir des choses. Ça s'ancre, ça se dépose, ça s'immortalise dans, je dirais, la structure. Donc je te dirais ça. Et puis après, ça fait partie de la méditation, mais un temps, je dirais, dans la nature. En fait, l'exposition au monde extérieur, tu vois, la nature, le jardin, l'herbe, la forêt, tout ça, c'est quelque chose qui est très fort. Donc ça serait mon top 3 moi. Génial. Ça serait quoi ton top 3 si tu devais donner Eh aux ben, auditeurs, aux auditrices? l'écriture en numéro un. Ok. Effectivement, moi j'écris de plus en plus et parfois même je me dis que je m'autorise pas à le faire aussi souvent que j'aimerais. Mais plus ça va, plus je l'intègre pour plein de choses, soit des exercices, soit juste sortir de ma tête tout ce qui peut tourner là-haut. Donc ça m'aide beaucoup. J'avais la notion de nature aussi dans la tête, plus dans le sens, c'est dans des environnements naturels que je peux être présente à moi-même le plus souvent possible. C'est en bord de mer, en montagne, dans des endroits calmes, ressourçants, où j'ai l'impression justement que ça se calme en termes de pensée et que je suis beaucoup plus présente à mon corps. Donc ça, j'aime Hmm. beaucoup cet aspect-là. Et le troisième, alors je sais pas si c'est exhaustif, mais en gros, ce serait tout ce qui est créativité. Donc, ça peut être du dessin, ça peut être du pliage, de la peinture, des choses plus créatives qui permettent justement de sortir de l'esprit qui veut tout le temps analyser, comprendre pourquoi, etc. Et plutôt de partir dans un champ beaucoup plus analogique, imaginaire, laisser place à ce qui vient, en fait, ce qui sort de la tête. Donc, j'aime bien cet aspect-là. Des jeux, des choses plus spontanées. Il y a des éléments là qui, peut-être d'inspiration et de suggestion là, qui ont été donnés. Tout à fait. Euh, Pour clôturer déjà, est-ce que tu penses qu'on a fait le tour déjà de ce pourquoi nous étions présents aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Donc, on a expliqué ce qu'était la préparation mentale, à qui c'est destiné, comment nous on voit les choses aussi en termes d'accompagnement, ce qu'on y met dedans, à quoi ça ressemble et quelle forme ça peut prendre. Tu as parlé de préparation mentale intégrée notamment, donc ça rend les choses beaucoup plus concrètes. Ok. Est-ce que tu aurais, allez, je te propose le jeu pour terminer, un mot ou en tout cas quelque chose que tu as envie de partager pour la fin? Peut-être même aussi donner, bah tiens, si les gens ils veulent te contacter, comment on fait pour te contacter? Ok. Ouais, et ben le mot de la fin, tu vois, j'ai écouté une conférence sur la préparation mentale et l'IA dimanche soir. Et je trouve ça intéressant de finir par ça parce que il y a les craintes aussi que notre métier soit peut-être un peu bousculé par l'intelligence artificielle. Mais je suis persuadée que l'aspect humain qu'on peut avoir en tant que préparateur mental, ça, pour le coup, ce sera irremplaçable par un robot. Et pour le coup, j'ai envie de finir sur cette note positive bah oui, il y a plein de changements dans notre société, dans le fonctionnement des technologies, etc. Mais pour le coup, d'après tout ce qu'on vient d'échanger ce matin, je trouve ça chouette aussi de voir que l'humain est quand même au cœur de notre accompagnement. Et on fait du sur-mesure en permanence avec tous nos clients. Et c'est ça qui fera la différence, j'espère, pour leur épanouissement, en tout cas à l'avenir. Ok, Mm. donc humain. Et comment on peut te contacter si jamais tu veux donner des choses? Ouais, avec plaisir. Et bah, ce sera sur Instagram. Donc là, ça me sert vraiment de vitrine aujourd'hui, avec des posts qui peuvent être très pédagogiques et d'autres qui sont beaucoup plus spontanés aussi sur moi, mon fonctionnement. Donc Instagram, ce sera Louane tout attaché, Louane, tiré du bas, Brohan. Donc le nom de famille, Brohan. Ok, génial. Toi, t'as un site internet, Alex? Ouais, moi j'ai un site internet, c'est adprepamental.com, mais je mettrai à la fin. J'ai aussi Insta et LinkedIn, voilà, Mm. que je pourrais ajouter. Je pourrais ajouter aussi tes éléments si toi tu as tes éléments. Voilà, comme ça, s'il y a certaines personnes qui veulent te contacter ou veulent me contacter, voilà, ils peuvent avoir accès en tout cas à nous. Carrément, avec plaisir. Génial. Est-ce que un épisode 2 pourra être imaginable? Ouais, carrément, avec Ça plaisir. pourrait être quoi la suite là? T'as Bah, une idée ou pas toi? tout à l'heure, on a parlé d'intuition. Alors, je ne sais pas sous quelle forme ça pourrait prendre, mais l'intuition, c'est un sujet, je trouve, qui peut toucher tout le monde et pareil, qui est assez flou quand on n'a pas le nez dedans. Même moi, Ouais, hein, je suis encore en phase d'apprentissage et ça pourrait être intéressant peut-être. ouais, l'intuition. Et moi, je le dis comme ça et après on pourra clôturer.
comme beaucoup parlent justement de boîte à outils, même si voilà, on a donné notre propre lecture, ça pourrait être super intéressant qu'il y ait des simulations de toi et de moi en live sur justement différents exercices qui pourraient être voilà, amenés dans les accompagnements avec nos lectures et voilà, un peu comme un amuse-bouche, tu vois, pour faire découvrir et amener de la curiosité. Pour ceux qui aiment le concret, ce serait idéal. Exactement. Est-ce que ça te va, Salouane? C'est super, Alex. Ouais. Et ben écoute, on se dit à très bientôt. À très vite. Salut, ouais. Ciao.